Il la trouva au bord de la mort, abandonnée dans la neige implacable, un sombre secret dans ses yeux. Il était loin de se douter que la sauver déclencherait une traque brutale et le forcerait à affronter les fantômes de son propre passé. Une histoire de rédemption, de courage et d'un amour improbable né au cœur du danger. Préparez-vous, car ce voyage vous coupera le souffle. Abonnez-vous à la chaîne, laisse un like et commente d'où vous regardez. Au premier signe que le jour cédait à la nuit, quand le soleil n'était qu'une tache pâle derrière les nuages denses et chargés de neige, l'homme, Élie, ajusta le col de son manteau de peau d'ours. Le hurlement du vent était presque humain, une complainte traînée par la neige qui commençait à couvrir les traces d'une cruauté récente. Au seuil des montagnes qui s'élevaient comme des dents contre le ciel gris, là où les plaines poussiéreuses cédaient la place aux pins tordus et au froid mordant, il suivait la piste presque effacée d'un cerf. Il y avait des heures que la trace se montrait fuyante, se moquant de sa persistance avec la même indifférence avec laquelle la nature traitait toutes les créatures qui osèrent la défier. Élie était une figure taillée par les intempéries, le visage sillonné comme l'écorce d'un vieux chêne, les yeux d'un bleu délavé qui avait déjà vu trop d'hivers, trop d'étés arides, trop de vies s'évanouir trop tôt. Son isolement était un choix, une forteresse construite brique par brique avec les pierres de la désillusion et le mortier d'une perte ancienne qui saignait encore les nuits de mauvais whisky et de silence oppressant. La culpabilité, comme une ombre persistante, était sa compagne la plus constante. Un rappel d'une promesse brisée, de Marthe et du petit Samuel, qu'il n'avait pu protéger de la fièvre de l'hiver, des années auparavant, dans une cabane pas très différente de celle-ci, mais qui semblait appartenir à une autre vie, à un autre homme. C'est pourquoi il vivait en marge, l'autosuffisance comme bouclier et la méfiance comme sentinelle. La loi de l'Ouest était brutale, chacun pour soi, et la nature ne pardonnait ni aux faibles, ni aux distraits, ni à ceux qui se permettaient d'aimer trop. L'odeur de neige et de pin, si familière, fut interrompue par quelque chose d'autre, une odeur métallique et subtile qui le fit s'arrêter, le fusil de chasse fermement dans ses mains gantées. Ce n'était pas le cerf, c'était du sang, frais, humain. Son cœur, qu'il jugeait depuis longtemps endormi, eut un sursaut désagréable. Il suivit l'odeur, l'intuition guidant ses pas dans la neige de plus en plus profonde, jusqu'à ce qu'il la trouve. Blottie contre une roche sombre, une loque humaine sous une fine couverture de neige qui commençait à s'accumuler sur elle. La peau translucide, presque bleutée sous la faible lumière, les lèvres de la même couleur, la respiration un souffle presque imperceptible, une plume fragile qui menaçait de se dissiper à tout moment. Elle ressemblait plus à un spectre qu'à une femme, abandonnée à son sort, dans un acte de sauvagerie que même les coyotes ne pratiqueraient pas avec une telle froideur calculée. Autour d'elle, seulement le silence accusateur de l'immensité blanche et le craquement occasionnel du bois mort sous la pression croissante du gel. Le bûcheron, Élie, dont le cœur se pensait pétrifié, sentit une piqûre désagréable, un écho de cette ancienne faute, de cette impuissance qui le consumait. La laisser là serait signer son arrêt de mort, mais l'amener dans sa vie recluse était inviter l'inconnu, peut-être le danger. Mais ses yeux, même mi-clos, semblèrent supplier, et il y vit un reflet de la souffrance de Marthe dans ses derniers jours. La transporter jusqu'à sa cabane isolée fut un effort herculéen. Elle était légère, dangereusement légère. Mais la neige rendait chaque pas difficile, enfonçant ses bottes, et le vent se moquait de sa compassion soudaine et indésirée, fouettant son visage avec des aiguilles de glace. Dans la rudesse de son foyer, une seule pièce chauffée par un poêle à bois qui ronronnait dans le coin, avec l'odeur de fumée, de vieux café et de solitude imprégnée dans les murs de rondins. Il lutta contre la mort qui tentait de la réclamer. Il lui retira ses vêtements mouillés et glacés avec une délicatesse qui le surprit, l'enveloppant dans des peaux sèches et d'épaisses couvertures près de la chaleur du poêle. Il prépara un bouillon léger avec les quelques racines et la viande séchée qu'il avait, forçant de petites cuillerées entre ses lèvres gercées. Pendant des heures, il veilla son sommeil fiévreux, alimentant le feu, humidifiant ses lèvres, attentif à chaque respiration fragile.
Le vent dehors semblait vouloir envahir la cabane, comme si la nature elle-même était ressentie qu'il ait interféré dans son cours implacable. Les jours qui suivirent furent une routine tendue de soins et d'incertitudes. La femme, dont il ne connaissait pas encore le nom, flottait entre conscience et délire. Dans ces moments de lucidité, ses yeux, d'un brun étonnamment chaud, se fixaient sur lui avec un mélange de peur et de confusion. Ellie maintenait une distance respectueuse, parlant peu, juste le nécessaire pour la rassurer ou lui offrir de l'eau et de la nourriture. Il avait appris à lire les signes subtils de son corps, le léger froncement de sourcils indiquant la douleur, le tremblement des paupières avant de s'éveiller, la façon dont ses doigts s'accrochaient faiblement à la couverture. La cabane, auparavant un sanctuaire de sa solitude, semblait maintenant trop petite, chargée de sa présence, de la douce odeur d'une herbe qu'il avait utilisée pour traiter une coupure sur son front et de la tension palpable de l'inconnu. Il se surprenait à l'observer pendant qu'elle dormait, le visage pâle commençant à retrouver une touche de couleur, la poitrine se soulevant et s'abaissant avec plus de régularité. Qui était-elle? Et qui aurait été capable d'une telle cruauté? Les marques sur ses poignets, fines et violacées, suggéraient qu'elle avait été attachée. Il y avait un vilain hématome sur sa tempe, caché par les cheveux sombres et emmêlés, qu'il avait tenté de nettoyer avec de la neige fondue. Un matin, en se réveillant au chant lointain d'un oiseau des neiges, il la trouva assise, appuyée contre le mur, les yeux alertes, mais toujours effrayés. « Où suis-je » murmura-t-elle, la voix rauque et faible comme le grincement de branches sèches. Ellie, qui préparait le café matinal, un rituel sacré, s'arrêta, la tasse à la main. « Vous êtes en sécurité, dans ma cabane. Je vous ai trouvé dans la neige. » Elle le fixa, essayant de traiter l'information. « Qui êtes-vous » ?»« Ellie. Et vous ?» Elle hésita, les yeux baissés. « Elara. » Un nom simple, qui sonnait d'une certaine manière délicat dans cet environnement rustique. La première gentillesse explicite de sa part, au-delà du sauvetage lui-même, fut lorsqu'il remarqua le froid qu'elle ressentait encore, malgré les peaux. Il se leva, alla jusqu'à un vieux coffre en bois et en sortit un châle de grosse laine, d'un bleu délavé, qui avait appartenu à Marthe. Il hésita un instant, le tissu évoquant des souvenirs douloureux, mais sa nécessité était pressante. Il le plaça sur ses épaules, et Elara le tira plus près, un petit soupir de soulagement s'échappant de ses lèvres. Ses doigts touchèrent les siens pendant un bref moment, un contact fugace qui envoya un courant électrique inattendu à travers eux deux. Ce fut le premier lien, fragile comme un fil de tisserand, mais présent. La confiance, cependant, était une plante à croissance lente dans ce sol aride. Ellie était réservée par nature et par habitude, et Elara portait le trauma récent comme une armure. Les jours suivants, tandis qu'elle reprenait des forces, la cabane était remplie plus par des silences que par des conversations. Il continuait ses routines, couper du bois, vérifier les pièges, chasser si nécessaire. Elle l'observait, ses yeux suivant chacun de ses mouvements, essayant de déchiffrer l'homme qu'il avait sauvé. Lui, à son tour, essayait de ne pas montrer la curiosité qu'il ressentait pour son passé, pour les démons qu'il avait jetés dans cet enfer blanc. Un après-midi, tandis que la neige tombait doucement dehors, créant un voile blanc sur le paysage, Ellie était assis près de la fenêtre, aiguisant son couteau de chasse avec une pierre. Elara, maintenant capable de se déplacer avec plus de fermeté, était assise près du poêle, ravaudant l'un de ses propres vêtements déchirés avec une aiguille et du fil qu'Ellie avait trouvé pour elle. Le silence était confortable, presque domestique, une sensation étrange pour Ellie. Soudain, Elara sortit de la poche de sa robe ravaudée un petit objet en bois, un oiseau grossièrement sculpté, mais avec une certaine grâce. « J'ai fait ceci », dit-elle, la voix encore un peu hésitante, le lui offrant. « Pour vous. Pour tout. » Ellie arrêta d'aiguiser le couteau. Il prit le petit oiseau, ses doigts rugueux effleurant les siens à nouveau. C'était simple, mais fait avec soin. Il pouvait voir les marques du couteau qu'elle avait utilisé, l'un des siens, le plus petit, qu'il avait laissé à sa disposition. « C'est bien », réussit-il à dire, la voix plus rauque qu'il ne le voulait. « Merci.
Il plaça l'oiseau sur l'étagère rustique au-dessus de la cheminée, à côté d'une vieille photographie délavée de Marthe et Samuel. Et Lara remarqua le geste, et un petit sourire, le premier qu'il voyait, illumina brièvement son visage. C'était le deuxième lien, un cadeau échangé, une reconnaissance mutuelle. La tension commença à diminuer, lentement. Et Lara commença à aider aux petites tâches de la cabane, balayant le sol en terre battue, aidant à préparer les repas simples. Ellie découvrit qu'elle avait un don avec les herbes qu'il cueillait, les transformant en thé réconfortant ou en onguents pour de petites blessures. Mais l'ombre de son passé planait toujours. Une nuit, le vent hurlait avec une fureur particulière, secouant les fenêtres de la cabane. Ellie venait de rentrer après avoir vérifié les pièges, apportant avec lui une paire de lapins. L'atmosphère était chargée, et il sentit une inquiétude familière. Pendant qu'il préparait le dîner, Lara arrêta soudain de couper les légumes. « Ils vont me trouver », dit-elle, la voix basse, chargée de terreur. Ellie laissa tomber le couteau. « Qui ?»« Silas », murmura-t-elle le nom comme une malédiction. « Il n'abandonne pas. Il pense que je suis sa propriété. » Elle commença à trembler, et Ellie vit la terreur véritable dans ses yeux. Il s'approcha, voulant instinctivement la protéger. « Vous êtes en sécurité ici, Lara. » Mais les mots sonnèrent creux même pour lui. L'immensité dehors était autant une protection qu'une menace. Si quelqu'un était déterminé, il pourrait les trouver. Cette nuit-là, Ellie ne dormit pas bien. Il resta à écouter les sons de la nuit, chaque craquement du bois, chaque rafale de vent, imaginant si ce seraient les pas de Silas qui approchaient. Ce fut le premier moment de suspense intense, la menace devenant plus concrète, le danger tapi dans les ombres de la forêt. La révélation d'Elara sur Silas et la peur palpable qui la consumait changèrent la dynamique entre eux. Ellie sentit un nœud de colère se former dans sa poitrine, une fureur froide contre l'homme inconnu qui l'avait blessé et abandonné. Il devint plus vigilant, ses rondes autour de la cabane plus fréquentes, ses sens plus aiguisés. Il nettoya et chargea son deuxième fusil, un Winchester ancien mais fiable, le laissant appuyé près de la porte. Une semaine plus tard, la neige avait cessé, et un soleil pâle et fragile tentait de percer les nuages. Lara était plus forte, la couleur revenant sur ses joues, bien que l'ombre de la peur planât encore dans ses yeux. Cet après-midi-là, tandis qu'Ellie réparait l'un des pièges près de la cabane, Lara s'approcha, lui apportant une tasse de thé chaud. « Merci », dit-elle simplement. Ils restèrent en silence un moment, observant l'immensité blanche. « Pourquoi vivez-vous si isolée, Ellie ?» demanda-t-elle, la voix douce. Ellie soupira, l'air chaud formant un nuage devant lui. C'était une question qu'il n'attendait pas, et une réponse qu'il donnait rarement. Il regarda la forêt, les montagnes lointaines. « J'ai perdu ma famille. Il y a longtemps. La solitude est devenue une habitude. » Les mots sortirent avec difficulté, comme des pierres tirées d'un puits profond et sombre. Lara ne dit rien, se contentant d'acquiescer avec compréhension. Puis elle parla d'elle-même, de Silas, un riche et influent marchand de la ville d'où elle venait, un homme possessif et cruel, qui la voyait comme un trophée. Elle avait tenté de le fuir, mais il l'avait trouvé et la punition avait été brutale. Il a dit que si je ne pouvais pas être à lui, je ne serais à personne d'autre, conclut-elle, la voix étranglée. Ellie sentit la colère monter à nouveau, mais aussi une compassion profonde. Il comprenait la douleur de la perte, la sensation d'être traqué. « Il ne vous trouvera pas ici », dit Ellie, avec plus de conviction cette fois. « Je ne le laisserai pas faire. » Elle le regarda, et dans ses yeux il y avait une gratitude qui le réchauffa plus que le thé. Dans cette conversation, sous le ciel froid et indifférent, ils partagèrent leur douleur, leur vulnérabilité. Ce fut le troisième lien, un échange de confidences qui approfondit la connexion entre eux. La cabane, auparavant juste un refuge physique, commençait à devenir un refuge émotionnel. L'hiver s'étirait, mais à l'intérieur de la petite cabane, quelque chose de nouveau commençait à fleurir. Ellie se surprenait à sourire plus souvent, un sourire rouillé mais sincère. Et Lara, de son côté, commençait à rire, un son clair et mélodieux qui remplissait l'espace autrefois dominé par le silence et le crépitement du feu. Ils développèrent une routine, un partenariat silencieux.
Il chassait et coupait du bois. Elle s'occupait de la cabane, préparait les repas et sa présence apportait une légèreté qu'Ellie n'avait pas ressentie depuis des années. Une nuit, une tempête de neige particulièrement forte les retint à l'intérieur. Le vent hurlait comme un loup affamé et la neige s'accumulait contre les murs. Assis près du feu, le silence entre eux était confortable, rempli seulement par le son de la tempête. Elara cousait et Ellie lisait un vieux livre usé à la lumière vacillante de la lampe à huile. Soudain, elle laissa tomber sa couture. « Ellie, commença-t-elle, la voix basse. J'ai peur. Pas seulement de Silas, mais d'être seule à nouveau. » Ellie ferma le livre. Il la regarda, la vulnérabilité sur son visage éclairé par le feu. « Vous n'êtes pas seule, Elara. » Il hésita, puis tendit la main et toucha la sienne, qui reposait sur la couture. Leurs doigts s'entrelacèrent, et une chaleur se répandit en eux deux. Une chaleur qui ne venait pas seulement du feu. « J'avais peur aussi, » admit-il, la voix à peine au-dessus d'un murmure. Peur de ressentir quoi que ce soit à nouveau. Ce fut une confession, une ouverture de son âme blessée qu'il n'imaginait pas être capable de faire. Elle serra sa main, les yeux brillants de larmes non versées. « Nous n'avons pas besoin d'avoir peur ensemble, » dit-elle. À ce moment-là, prisonniers de la tempête, mais unis par une compréhension mutuelle, ils se penchèrent l'un vers l'autre, et leurs lèvres se rencontrèrent dans un baiser hésitant, puis plus ferme, un baiser qui scellait la promesse de camaraderie et d'affection croissante. C'était le quatrième lien, la vulnérabilité partagée, l'acceptation de la fragilité de l'autre. Le cœur d'Ellie, qu'il pensait être une pierre froide, se dégelait comme une rivière au printemps, ses eaux autrefois retenues coulant maintenant avec une nouvelle espérance. La nature, autrefois une juge sévère, semblait maintenant bercer la cabane avec ses sons sauvages, comme si elle bénissait cette union improbable. Mais la tranquillité était fragile comme du verre fin. Quelques jours plus tard, lorsque la tempête de neige s'apaisa et qu'Ellie sortit pour vérifier les environs, il trouva ce qu'il craignait le plus. Des empreintes fraîches dans la neige, non pas d'animaux, mais d'hommes. Elles étaient nombreuses et se dirigeaient clairement vers la cabane. Silas les avait trouvées. Le deuxième moment de suspense intense s'installa, lourd et oppressant. Il courut de retour, le cœur martelant dans sa poitrine. « Elara, ils sont là, prends le fusil, vite !» La panique menaça de l'envahir, mais en voyant la détermination froide sur le visage d'Ellie, elle trouva des forces. Pendant qu'il barricadait la porte et les petites fenêtres avec des planches et des meubles, elle chargeait le Winchester, les mains tremblantes mais fermes. « Combien sont-ils » demanda-t-elle, la voix tendue. « Au moins 3, peut-être 4, répondit Ellie, les yeux balayant la lisière des arbres. « Reste loin des fenêtres. » Le silence qui suivit fut presque insupportable, brisé seulement par le son de leur respiration et par le craquement lointain d'une branche. Puis une voix arrogante déchira l'air froid. « Elara, je sais que tu es là. Sors, et peut-être que j'épargnerai le vieux qui te cache. » C'était Silas. Sa voix était comme le grattement d'ongles sur une ardoise. Ellie regarda Elara. « Ne t'inquiète pas, nous allons nous en sortir. » Mais il savait que ce serait une lutte désespérée. Le premier tir brisa la petite vitre d'une des fenêtres, faisant se recroqueviller Elara. Ellie répondit par un tir précis, et un cri de douleur retentit dehors. La bataille commença. Des tirs furent échangés, la fumée de la poudre remplissant la petite cabane, l'odeur âcre se mélangeant à celle du pain et de la peur. Ellie se déplaçait avec l'agilité d'un prédateur, utilisant chaque parcelle de couverture, chaque ombre à son avantage. C'était un homme défendant son territoire, mais plus que cela, défendant la femme qui avait ravivé la vie dans son cœur. Elara, malgré la peur, rechargeait le fusil de rechange, passait des munitions à Ellie, ses yeux fixés sur lui, une partenaire silencieuse dans cette danse mortelle. L'un des hommes de Silas tenta de forcer la porte de derrière, mais Ellie était prêt, et l'homme tomba, touché à la poitrine. Il restait Silas et au moins un autre. Les heures s'étirèrent, la tension augmentant à chaque tir, à chaque silence menaçant. Le soleil commença à se coucher, peignant le ciel en orange et violet, une beauté cruelle au milieu du chaos. « Ellie,
Ils encerclent la cabane, murmura Elara, voyant des ombres se déplacer dehors. Élie savait qu'ils avaient besoin d'un plan, où ils seraient pris sous les tirs croisés. Quand je donnerai le signal, cours à la cave. Elle est petite, mais c'est l'endroit le plus sûr. Et vous ? Demanda-t-elle, les yeux écarquillés. Je vais créer une diversion. Avant qu'elle ne puisse protester, il jeta une table vers la fenêtre, attirant une grêle de tirs. Maintenant, Elara, va ! Elle hésita, mais obéit, disparaissant par la trappe au sol. Seul, Élie se prépara à la confrontation finale. Il savait que Silas n'abandonnerait pas facilement. La porte d'entrée explosa en éclats, et Silas entra, un revolver dans chaque main, le visage déformé par la fureur. Derrière lui, son dernier homme de main. « Où est-elle, vieux » grogna Silas. Élie ne répondit pas, se contentant de lever son fusil. L'homme de main s'avança, mais Élie fut plus rapide, un tir précis le faisant tomber. Il ne restait plus que lui et Silas. La confrontation était inévitable, le point culminant de toute la poursuite. Silas tira, et Élie sentit une douleur lancinante à l'épaule, l'impact le projetant en arrière. Le fusil tomba de ses mains. Silas sourit, un sourire cruel et victorieux. « C'est fini pour toi, vieux. Et après, j'irai chercher ce qui m'appartient. » Tandis que Silas s'approchait, triomphant, Élie vit un mouvement derrière lui. Elara, armée d'un lourd tisonnier de fer du poêle, émergea de la cave. Avec un cri de fureur et de désespoir, elle frappa Silas à l'arrière de la tête. Il chancela, surpris, se tournant vers elle. Cela donna à Élie le temps dont il avait besoin. Ignorant la douleur, il roula, attrapa son couteau de chasse dans sa botte et se jeta sur Silas. Le combat fut brutal, corps à corps, dans la pénombre de la cabane. Finalement, avec un dernier effort, Élie réussit à désarmer Silas et à mettre fin à la menace une fois pour toutes. Le silence tomba sur la cabane, lourd et dense, brisé seulement par le son de la respiration haletante d'Élie et par les sanglots d'Elara. Il se leva, l'épaule saignant abondamment, et alla vers elle, l'enveloppant dans ses bras. « C'est fini, Elara, c'est fini. » Elle s'accrocha à lui, tremblante. L'acte d'Elara, sortant de la sécurité de la cave pour l'attaquer, se risquant pour lui donner une chance, fut le sacrifice qui solidifia le lien entre eux. C'était le 5e lien, forgé dans le feu du danger, un témoignage du courage et de l'amour qui avait grandi entre eux. La nuit qui suivit fut longue et douloureuse. Elara, avec des mains étonnamment fermes, nettoya et bandagea la blessure d'Élie, utilisant les herbes qu'elle avait appris à identifier. La douleur était intense, mais sa présence, ses soins, étaient un baume pour son âme autant que pour son corps. Ils traînèrent les corps hors de la cabane, dans la neige froide, une tache sombre qui scella la fin de ce terrible chapitre. Les jours suivants, tandis qu'Élie se remettait lentement, l'atmosphère dans la cabane changea. La tension de la poursuite avait disparu, remplacée par une quiétude épuisée, mais aussi par une nouvelle profondeur dans leur relation. Ils parlèrent davantage, partagèrent des repas dans un silence confortable, et la nuit, dormaient proches l'un de l'autre, cherchant et offrant du réconfort. Le danger était passé, mais l'expérience les avait profondément marqués. Élie regardait Elara et voyait non seulement la femme qu'il avait sauvée, mais la femme qu'il avait sauvée aussi, de sa propre solitude, de son propre passé gelé. Un léger suspense planait encore dans l'air les premiers jours après l'affrontement. Chaque craquement de la maison, chaque hurlement plus fort du vent les faisait sursauter. Était-il possible que Silas ait eu plus d'hommes, que quelqu'un vienne le chercher? Élie, même blessé, faisait des rondes prudentes, mais la forêt restait silencieuse, gardant ses secrets. La neige couvrit bientôt toute trace de ce qui s'était passé, comme si la nature elle-même voulait effacer la tache de la violence. Peu à peu, cette dernière ombre de doute se dissipa, laissant place à la guérison. Le printemps commença à donner ses premiers signes timides. La glace sur les bords du ruisseau commença à fondre, et les jours devinrent un peu plus longs. Élie, avec l'épaule encore douloureuse, mais guérissant bien, commença à réparer les dommages de la cabane. Elara planta quelques graines d'herbe qu'elle avait trouvées dans un vieux sac, près de la fenêtre où le soleil du matin frappait. La vie, têtue et résiliente, se réaffirmait.
Un après-midi, assis dehors près de la cabane, observant le soleil se coucher derrière les montagnes maintenant moins menaçantes, Élie prit la main d'Elara. « L'hiver se termine, dit-il. Vous pouvez aller où vous voulez maintenant. Vous êtes libre. » Elara le regarda, un doux sourire sur les lèvres. « Je sais, mais je crois que j'ai déjà trouvé ma place. » Elle serra sa main. « Si vous voulez que je reste. » Le cœur d'Élie, qu'il pensait s'être transformé en pierre, fit un bond. La culpabilité pour Marthe et Samuel était toujours là, une cicatrice profonde, mais ce n'était plus une blessure ouverte. Il avait appris que protéger quelqu'un ne signifiait pas effacer le passé, mais plutôt construire un futur. « Je veux, Elara, » dit-il, la voix étranglée par l'émotion. « Plus que tout. » Et là, au seuil des montagnes, tandis que le dernier rayon de soleil dorait les pics enneigés, le bûcheron solitaire et la femme qu'il avait sauvée de la neige trouvèrent non seulement la survie, mais la rédemption et la promesse d'un nouveau départ. La cabane, autrefois un symbole d'isolement, devint un foyer, chauffé non seulement par le feu, mais par l'amour qui avait fleuri au milieu de l'adversité. Le hurlement du vent ne sonnait plus comme une complainte, mais comme une chanson ancienne, célébrant la résilience de l'esprit humain et la force inattendue du cœur. L'ombre de la culpabilité d'Élie commença à reculer, remplacée par la lumière de l'espérance, et la loi brutale de l'Ouest, pour un moment bref et précieux, sembla céder la place à la loi plus douce de l'affection et de la compagnie. Ensemble, ils affronteraient les saisons à venir, non plus seuls, mais comme deux arbres qui, ayant résisté à la même tempête, entrelacent leurs branches vers le soleil.